Bonjour, bienvenue sur le blog Détonation Profit. Pour cette première vidéo, j'ai la chance de pouvoir interviewer Olivier Whitmer, qui est professeur en entrepreneuriat. Et Olivier, qui est aussi d'ailleurs un homme de terrain, va nous dire les conseils qu'il a envie de donner à des patrons d'entreprises, des patrons de petites et de moyennes entreprises, alors qu'ils traversent une crise. Olivier, avant d'en venir au fait, au fond du sujet, est-ce que tu peux brièvement nous rappeler ton parcours ? Alors brièvement, j'ai eu la chance en fait de rejoindre l'université assez tard, parce que ça fait seulement 3 ans que j'y suis maintenant. J'ai démarré plusieurs entreprises, j'ai été impliqué essentiellement dans un projet qui a connu une croissance assez forte, notamment à travers une période de crise également. J'ai également accompagné énormément de projets, puisque j'ai dirigé un incubateur et eu la chance de participer à plus d'une centaine de créations d'entreprises. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu as essentiellement des activités en tant que professeur, mais tu conseilles encore des entreprises, tu as encore des startups. Donc, je fais toujours bien attention à rester dans le monde réel, et donc on continue à accompagner d'une part des créateurs, d'autre part des dirigeants d'entreprises plus établis que je connais depuis de nombreuses années maintenant. Parfait. Alors toi qui as un pied dans le terrain et un pied dans l'académique aussi, on a des patrons d'entreprise qui nous regardent, qui nous écoutent. Quels sont les conseils que tu peux leur donner pour survivre en temps de crise ? Alors la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que la boîte à outils qu'on utilise normalement en période de croissance, les projets stratégiques, les grands plans, ça ne fonctionne absolument pas pour le moment. Donc la véritable difficulté actuellement, c'est que dans une crise dont on ne connaît pas la durée, et donc il faut rester prêt à s'adapter à toute une série d'éléments probablement adverses. Bon, si on a un esprit positif, on retiendra que chaque problème est une source d'opportunité, et que donc ceux qui arriveront à sortir de la crise seront probablement encore plus forts et mieux placés pour la suite. Mais l'heure n'est pas au grand plan. Quand tu dis on n'est pas au grand plan, tu penses à des plans à quel terme ? Donc pour donner un exemple, si tu prends un cours de finance classique, on explique toujours que la meilleure façon de prendre une décision financière, c'est d'analyser les cash flows du projet, et de prendre le projet qui génère la plus grande valeur actualisée nette. L'idée étant qu'un projet vaut la somme des profits futurs. Si on raisonne comme ça aujourd'hui, à un horizon typiquement 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, pour l'entrepreneur, qui s'interroge par rapport à ses projets, la véritable question c'est quelle est la perte acceptable ? Quelle est la perte acceptable ? Donc l'idée c'est qu'on peut lancer des projets en ne sachant pas s'ils vont réussir ou pas réussir, mais on sait que s'ils ratent, ils vont aboutir à une perte qui doit rester acceptable. Donc il ne doit pas mettre l'entreprise en difficulté. Et c'est une logique qui est complètement différente de la logique ancienne qui dit on prend des décisions si on est face à une courbe qui nous annonce un profit fantastique à 1 an, 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, personne ne sait, donc on ne travaille pas comme ça. C'est intéressant ça. Tu as un autre conseil ? Oui, un autre exemple, c'est qu'on peut dire que la perte acceptable, c'est un concept négatif. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour naviguer ? Alors pour naviguer, historiquement, les entrepreneurs ont des budgets. Donc ils établissent en fin d'année un budget basé sur, par exemple, l'exercice précédent. Idem, ça ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, on travaille avec des scénarios. Donc on identifie 1, 2, 3 pistes possibles et on navigue entre ces scénarios. Et pour bien naviguer entre ces scénarios, on les divise en petits projets, en petits sprints, comme on dit dans le jargon de l'informatique, et on regarde si à la fin de chacun de ces petits projets, on a atteint l'objectif, le milestone en jargon, qu'on voulait atteindre. Si oui, on continue, sinon on pivote et on retombe sur ses pattes. Sachant qu'au pire, on retombe sur la perte acceptable dont je parlais tout à l'heure. Si je comprends bien, en temps de crise, les visions sont beaucoup plus à court terme alors. Les visions sont beaucoup plus à court terme ou construites par une succession de petits projets, par opposition à des longs projets. D'accord. Un autre conseil bon à prendre Alors, à côté de ça, il y a toujours un bon conseil qui reste incontournable, c'est de ne jamais y aller seul. Donc, ce qu'on observe, même aux entreprises qui existent depuis quelques années, c'est que les entrepreneurs sont désespérément seuls. Oui. Alors, quand on regarde les études, on voit que les décisions qui sont prises à plusieurs sont meilleures que les décisions prises seules. D'accord. Donc, à minima, ça implique pour l'entreprise... Enfin, la situation idéale, évidemment, c'est de se retrouver dans une équipe entrepreneuriale avec deux ou trois partenaires. Si on n'est pas prêt à s'associer, bon, on ne s'associe pas comme ça, du jour au lendemain, il est toujours intéressant d'avoir autour de soi soit des mentors, donc ce sont des personnes qui vous suivent sur le long terme. C'est ce que tu fais en gros. Ce qu'on fait. Et puis il y a des formules améliorées du mentoring qui consistent à créer soit des conseils stratégiques, donc vous prenez 2 ou 3 mentors et vous les réunissez 2 ou 3 fois par an, tout en sachant que vous pouvez les appeler à intervalles réguliers sur un problème ponctuel.
Et si vous voulez formaliser ça un peu plus, parce que votre entreprise est déjà un peu plus costaud, vous amenez une secrétaire mentor dans un conseil d'administration. Voilà, oui, j'allais dire, ça peut être aussi le devoir du conseil d'administration. Oui, c'est ça. Mais beaucoup de patrons de PME ne sont pas très excités à l'idée d'avoir un conseil d'administration avec des pouvoirs votaux qui sont relativement importants. Donc, ils préfèrent garder les conseils sur le côté et puis la partie conseil d'administration reste plus formelle. Ce qui fonctionne très bien tant que l'entreprise est petite ou moyenne. Plus tard, il faudra passer à un vrai conseil d'administration. Mais c'est évidemment une autre histoire. Donc à ce stade, ce que j'ai compris, des visées plus à court terme, des petits projets, des milestones réduits, avoir en tête la perte acceptable, et un troisième point clé, c'est être entouré, ne pas fonctionner tout seul, parce que statistiquement, scientifiquement même d'ailleurs, je crois qu'on peut l'établir, c'est statistique, hein, oui, des études le prouvent. Dans les travaux de Cialdini notamment, il en est question. Et un ultime, troisième conseil? Alors, c'est bateau, mais c'est très important, c'est la trésorerie RL. Oui. Donc, probablement plus encore que le compte de résultat. On sait très bien que dans une période de crise, on va passer par des années où le compte de résultat est bon, des années où il est un peu moins bon. Donc, ce qui compte, c'est la trésorerie. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir une bonne trésorerie? Bon, évidemment, il y a tout ce qui est l'optimisation des affaires courantes et du besoin en fonds de roulement. Mais il y a évidemment toute la question de la relation avec la banque, avec les partenaires financiers. Et il faut savoir que, contrairement à ce que croient beaucoup d'entrepreneurs, le problème pour un financier n'est pas de vous octroyer 10 000 euros ou 15 000 euros de plus. Ou quand vous faites une augmentation de capital, de rajouter 100 000 euros ou 150 000 euros. La question est de mettre l'argent au bon moment. Donc, si vous voulez avoir une bonne trésorerie, il est important en fait, de sécuriser les financements au moment où les choses vont bien. Alors, pourriez-vous dire que c'est un peu stupide d'avoir de l'argent qui ne sert à rien. Bon, ok, dans le pire des cas, vous avez payé un tout petit peu d'intérêt. Et de l'autre côté, vous prenez cet argent, vous le mettez sur un compte, vous aurez aussi un tout petit peu d'intérêt. Et le différentiel de taux peut être vu comme une prime d'assurance contre un risque de liquidité. Et donc, beaucoup d'entrepreneurs sous-estiment la possibilité qu'ils ont de sécuriser leur trésorerie et se réveillent le jour où ils sont confrontés à un problème. Mais alors, il est malheureusement parfois trop tard. Il est trop tard. Parce que, précisément, ce que j'entends beaucoup autour de moi, c'est que les trésoreries sont mauvaises parce que beaucoup de clients ne paient pas. Oui, les clients ne payent pas, mais ils finissent... Enfin, quand ils font faillite, ils ne payent pas, et donc là, il faut être prêt à faire face. Mais souvent, ils payent surtout tard, et donc c'est juste les besoins en fonds de roulement qui augmentent, donc les trésoreries qui se dégradent. Si on s'y prend un temps, il y a en principe moyen de les financer. Et les pouvoirs publics, notamment avec les systèmes de fonds de garantie en région Wallonne, la Savoie-Alpine, à Bruxelles, le fonds de garantie, permettent de faciliter quand même pas mal l'accès au crédit bancaire, qui est une bonne solution pour faire face à ce type de problème-là. Je te remercie beaucoup pour ces conseils éclairés et éclairants. À bientôt pour une nouvelle vidéo de Destination Profit. Merci. À bientôt.